Alors je suis parti en Guyane en 2001, juste après mes études, d'abord pour faire mon service national, civil, pas militaire. Et puis j'y ai passé 6 ans, j'ai travaillé dans diverses institutions, mais toujours plus ou moins en rapport avec que ce soit l'agriculture, la forêt, la protection de la nature. Et j'ai notamment été responsable de la création du parc national de la Guyane, qui s'appelle aujourd'hui Parc amazonien de Guyane, qui a été créé en 2007. Peut-être l'expérience un peu la plus riche que j'ai vécue là-bas, qui m'a permis pendant 2 ans de travailler sur ce projet avec les populations du fleuve, amérindiens, noirs marrons, et puis aussi avec le monde de la recherche qui est aussi beaucoup impliqué sur la préservation de la biodiversité. C'est pas le département le plus simple de France pour vivre, c'est clair. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait sa richesse, quoi. C'est un département qui est quand même composé d'une richesse, que ce soit naturelle ou culturelle, quand même vraiment importante, avec des ethnies, des peuples très variés, de nombreuses langues. Et forcément, ça crée des relations qui ne sont pas toujours simples. Mais moi, je trouve que c'est ce qui fait la richesse, au contraire, du département. C'est un département qui est d'une richesse phénoménale. On passe vraiment d'un pays à l'autre assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y a un taux de criminalité qui est important, bien plus important que celui qu'on dépeint à Marseille tous les jours d'ailleurs. Mais en même temps, c'est un pays qui est extrêmement attachant, quoi, qui a vraiment, moi, j'ai une nostalgie de la Guyane profonde. C'est un pays dont je suis profondément amoureux. J'y retourne très régulièrement. Et c'est vrai que cette violence qui est réelle, qui est quotidienne, dont, même si on ne la vit pas nous-mêmes, on en entend parler tous les jours quand on habite en Guyane. Ça révolte, on a envie que ça change, on a envie de faire bouger les choses. Mais c'est aussi voilà, une composante de ce territoire avec une immensité, des frontières poreuses avec des pays comme le Brésil, le Suriname, qui sont des pays quand même plus pauvres que la France. C'est aussi le produit de tout ça, quoi. L'orpaillage, et en particulier l'orpaillage clandestin, aujourd'hui, c'est le principal fléau en Guyane sur la forêt, que ce soit sur les milieux naturels, mais aussi sur les populations. Problèmes de santé, paludisme, problèmes de violence amenés dans les villages amérindiens, sur des zones où il y avait beaucoup moins de violence autrefois. Aujourd'hui, c'est vraiment un fléau, ça n'apporte que du mal. Mais derrière, ce qu'il faut effectivement savoir, c'est que les garimperos, c'est-à-dire les personnes qui bossent, qui travaillent sur ces chantiers, sont souvent effectivement des gens qui vivaient dans une misère importante, notamment au Brésil, mais pas seulement, et qui cherchent qu'à gagner leur vie, quoi. Donc, et c'est ce qui rend aussi le phénomène très difficile à gérer, parce que c'est au-delà de tous les problèmes qu'on peut lier à cette activité, c'est aussi un drame humain, quoi. C'est vraiment un drame humain. Dans certains cas, ça s'approche de l'esclavage, réellement, quoi. Je pense qu'il y a une volonté, j'ai l'impression qu'il y a une volonté peut-être pas d'éradiquer, mais en tout cas de maîtriser les impacts de cette catastrophe qui est en train de se passer. Mais malheureusement, aujourd'hui, les moyens ne sont pas du tout à la hauteur du problème, quoi. Et c'est vrai que, je le dis dans le roman, plusieurs gendarmes me l'ont dit, il faudrait 2-3 fois plus d'hommes que ce qu'on a actuellement pour réussir vraiment à maîtriser ce problème, quoi. Ce que je voulais réussir à montrer, mon premier roman, Les hamacs de carton, était clairement un roman ethnologique basé sur ce peuple, les Noirs marrons, en particulier les Djoukas sur le fleuve Maroni. Et c'était vrai qu'une des idées que j'avais sur le deuxième roman, c'était presque avoir un regard ethnologique sur cette population des métropolitains et puis cette sous-population, on va dire, des chercheurs qui forment un petit peu un monde à part, quoi, avec ses qualités, ses défauts. Et parmi les défauts qu'on peut leur trouver parfois, c'est un certain détachement par rapport aux problèmes, par rapport à la société guyanaise, à tout ce qui s'y passe. Et régulièrement, même moi quand je faisais de la recherche en Guyane, j'ai été confronté à des accusations sur le thème voilà, les chercheurs viennent en Guyane retirer tout ce qu'ils peuvent retirer et il n'y a rien qui revient pour le territoire. Quel est le bénéfice pour la Guyane de ces recherches qui sont réalisées? Bon, je pense que les chercheurs ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour essayer justement d'améliorer, de renverser les choses. Mais malheureusement, c'est des questions qui restent réelles, quoi. Et je pense que le fait d'être scientifique, le fait d'avoir, disons, une amitié pour beaucoup de scientifiques ne doit pas m'empêcher d'avoir un regard un peu critique, même parfois un peu ironique sur cette situation, quoi. C'est vrai que pour moi, la phase documentaire, c'est une phase à part entière, quoi. C'est-à-dire, c'est pas uniquement pour préparer l'écriture, c'est que ça m'intéresse, quoi. Quand j'écris un roman, le but, c'est aussi, moi, d'apprendre des choses. Je pars souvent de sujets que je connais un petit peu, mais je les creuse le plus possible pour écrire le roman.
Et je travaille souvent avec un système d'aller-retour entre la construction de l'intrigue et disons la documentation. La documentation nourrit l'intrigue, mais après, une fois qu'on a construit l'intrigue, il faut revenir sur la documentation pour la rendre encore un peu plus précise. Donc pour moi, il y a vraiment deux niveaux de documentation. Le niveau un peu général au départ. Je vais sur place, je discute avec un maximum de personnes sur des idées un peu générales. Je cherche des choses qui me plaisent. Et puis après, quand j'ai construit l'intrigue, j'y retourne. Je prends pas mal de photos, effectivement, beaucoup de photos sur le terrain. Et puis j'essaye d'ajouter un maximum, comme vous le dites, de petites touches qui vont permettre de rendre les choses le plus réel, le plus intime possible. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. D'abord, je voulais, bon, le roman il est quand même très largement ancré en Guyane, mais je trouvais intéressant de réussir à connecter la Guyane avec un ailleurs, quoi, de montrer que la Guyane qu'on imagine quand même souvent comme un territoire un petit peu, territoire de France perdu en Amérique du Sud, en fait c'est un territoire qui est complètement ouvert sur le monde. Et puis le connecter avec une île qui est aux antipodes, hein, que ce soit en termes de culture, en termes de climat, c'est des climats froids, etc. Je trouvais que c'était intéressant, c'était cette idée d'un peu de chaud et froid, c'est vraiment l'idée que je voulais mettre en avant. Et puis il y avait un défi personnel, moi je suis assez passionné par ces lieux, par les Kerguelen en particulier, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, ça fait partie de mes rêves, j'espère un jour pouvoir y aller. Et c'était un peu ce défi, de se dire est-ce qu'il est possible d'écrire sur un territoire sur lequel on n'est pas allé. Donc il y avait vraiment ce défi d'écrire sur les Kerguelen. Donc j'ai fait quand même un travail documentaire, je me suis beaucoup documenté sur les îles. Et puis j'ai travaillé avec quelqu'un qui connaissait bien le territoire, qui a passé beaucoup de temps, qui travaille encore là-bas et qui m'a aussi beaucoup aidé à rendre ces territoires réels et vrais. Donc je suis content que vous l'ayez remarqué, quoi, mais je voulais essayer de donner l'impression qu'on était vraiment à l'intérieur, de la même manière qu'on est vraiment à l'intérieur de la Guyane, on est vraiment à l'intérieur des Kerguelen et on n'en fait pas juste une description vue de loin avec quelques généralités, quoi. Oui, j'ai passé pas mal de temps effectivement avec des Djuka, on les regroupe sous le terme noir-marron, hein, au sens un peu plus large. Moi, j'ai eu l'occasion pendant mes 6 ans en Guyane de passer pas mal de temps avec notamment une famille Djuka qui m'a pas mal accueilli, avec qui j'ai passé énormément de temps, avec qui j'ai appris à parler Djuka. Enfin, on a passé énormément de temps ensemble. Et c'est vrai que j'ai une petite base de culture générale sur la culture noir-marron. Pour autant, que ce soit pour les hamacs de carton ou pour ceux qui restent en forêt, j'ai passé énormément de temps à creuser, quoi. C'est-à-dire que cette base n'était pas suffisante. J'ai dû vraiment aller beaucoup plus loin, que ce soit par des lectures, par des échanges avec des ethnologues. J'ai notamment 2 ethnologues qui ont beaucoup travaillé avec moi, pour essayer d'aller le plus loin possible non pas dans la compréhension, mais disons dans l'explication de ce qu'il y a derrière cette culture et de toutes les implications que ça peut avoir en termes de construction d'une intrigue, quoi. Mais c'est vrai que sur ce qui reste en forêt, ce que j'ai aussi voulu par rapport au hamac de carton, c'est travailler beaucoup plus sur la diversité et l'intimité des personnages, le changement de point de vue, passer d'un personnage à l'autre, réussir à comprendre la motivation. Je l'avais déjà pas mal dans les hamacs de carton, mais cette idée que voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas vraiment de méchant, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui peut pousser un individu, quel qu'il soit, à commettre un meurtre, qu'est-ce qui peut pousser à ces situations qui sont vraiment extrêmes. Et c'est vraiment disons, la partie sur laquelle j'ai le plus investi, je pense, c'est essayer de faire en sorte que chaque personnage, même le plus secondaire a priori, on puisse avoir l'impression d'être un peu dans sa peau, même parfois dans sa tête. Donc je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais c'était vraiment un objectif fort pour moi de travailler cette diversité de points de vue, cette diversité d'approche, quoi. Et je vais essayer de l'approfondir un peu plus dans le 3e. Cette idée qu'on cherche un coupable de meurtre, en fait, il n'y a pas un coupable, ils sont tous coupables. Je trouvais que cette idée-là m'intéressait bien et qu'en fait, ce qui conduit à la mort de Feuerstein, ce n'est pas forcément le souhait d'un individu absolument de le tuer, c'est un ensemble de facteurs, de sentiments. Chaque personnage a sa propre raison pour vouloir la mort ou en tout cas ne pas vouloir la vie, on va dire, du chercheur. Moi, si j'avais dit une influence Agatha Christie, j'aurais plutôt dit le crime de l'Orient Express, parce que le crime de l'Orient Express, c'est justement cette idée qu'on cherche un coupable alors qu'en fait l'ensemble du train est coupable du meurtre. Donc c'était plutôt ça pour moi. Oui, je commence à préparer un tome 3, un 3e opus. J'étais justement cet après-midi, juste avant de venir ici, avec une historienne qui travaille sur la Guyane, qui commence à m'aider un petit peu, parce que je voulais mettre en place un volet un peu plus historique. Donc bon, je ne vais pas vous révéler un peu le sujet, mais j'explore un nouveau sujet pour le 3e. Moi, je pense qu'au contraire, la fin est plus ouverte qu'on ne le croit. Elle peut permettre de rebondir. Le passé du capitaine Anato est révélé, mais il ouvre en même temps une nouvelle porte, hein, sur peut-être un pan entier de famille ou
ou d'histoires qu'il avait peut-être totalement insoupçonnées initialement. Et voilà, on va essayer d'explorer ça dans un troisième.